corriger l'exercice 2. Exercice 2, page 77. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile? Non. Tant mieux. En effet, c'est plutôt facile. On va aller assez vite. Donc il y a une courbe. Il est très probable que vous ayez ce genre de courbe au devoir sur le chapitre 4. Il faut à partir de la courbe trouver son maximum d'émission, c'est-à-dire la longueur d'onde émise avec le plus d'intensité par cette étoile, et on déduire la température. Seule chose un petit peu bizarre, ici vous avez deux courbes. En fait, il y a la courbe bleue qui correspond surtout à ce qui est vu dans le visible. Vous savez qu'on voit la lumière visible, c'est à peu près entre 400 et 800 nanomètres. Sauf que cette étoile, son maximum d'émission, il est dans la partie ultraviolette. Et c'est pour ça que vous avez l'autre courbe qui vous permet de trouver une autre valeur. Donc, si on regarde la courbe bleue, qu'est-ce que vous avez trouvé comme longueur du maximum d'émission approximativement? Oui, il faut que... Quentin, oui. 240 nanomètres. Oui, c'est à peu près ça. De toute façon, c'est difficile. Non, pour la bleue, c'est 400. Ah oui, pardon. Oui, c'est 240. Alors, c'est 400 ou un... Alors, c'est quand même très difficile d'être précis, mais c'est environ 400 ou un tout petit peu au-dessus. 400, 410, c'est difficile d'être très précis. C'est le pic bleu qui est quand même juste un petit peu après la moitié entre les deux lignes. La moitié, c'est 400. Bon, environ 400, 410 nanomètres. De toute façon, on ne va pas utiliser cette valeur, donc c'est pas très grave. Tout le monde comprend comment on regarde le lambda max? On cherche le point le plus haut de la courbe. Ensuite, pour la courbe noire, là, il faut essayer d'être le plus précis possible parce que c'est celle-là qui va nous permettre d'estimer la température. Théo? J'ai mis que c'était à peu près 240. 240, c'est ce que j'ai trouvé aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, Johan, c'est que c'est avant 250. C'est un petit peu avant 250. Alors après, est-ce que c'est 230? Est-ce que c'est 240? Est-ce que... Bon, c'est pas évident de l'estimer. Mais en effet, c'est bien par là. Deuxième question. On vous demande de trouver, grâce à la loi de Wien, la température approximative de surface du Sirius. Jordan? Alors, en gros, on sait que la dose de Wien, c'est l'intensité max égale à 2,9 sur 10⁻³ divisé par la température. Oui. Et quand nous, on cherche la température, on a l'équation qui est de la température égale à 2,9 sur 10⁻³ divisé par Oui, le maximum. exactement. Sauf que pour l'intensité maximum, on le met en mètres, et là c'est en nanomètres, du coup on va faire fois 10 puissance nanomètres. Très bien. En effet, le piège, il est là. Je suis sûr qu'au devoir, il y en a qui vont oublier de mettre en mètres. Dans cette formule, il faut absolument convertir les nanomètres en mètres. Je ne vous donne pas la conversion, c'est à vous de la connaître. Nanomètres, ça vaut 10⁻⁹. Donc vous mettez 240 fois 10⁻⁹. Alors selon les calculettes, assurez-vous que le 10⁻⁹ soit bien au dénominateur. Pour être sûr qu'il y soit, si vous mettez des parenthèses comme ça, vous êtes sûr et certain qu'il sera bien où il faut. Parce que si vous faites diviser par 240 fois 10⁻⁹, ça change tout. Et on obtient la température, et l'autre information, c'est que la température, elle est obtenue en quelle unité? En Kelvin. Exactement. C'est pas Calvin Klein, hein, c'est bien Kelvin. Donc en Kelvin avec un K, et non pas en degrés Celsius. On obtient combien? À peu près 1,21. Alors ça c'est si on garde trois chiffres significatifs, puisqu'on avait dit 240, ou environ 1,2 fois 10 puissance 4 Kelvin.
Donc ça fait 12 000 Kelvin, si on préfère, comme température pour cette étoile. Et donc une étoile très chaude, plus chaude que le Soleil. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, très bien, on corrige l'autre exercice. Juste monsieur, Oui. du coup le K là on doit le retirer. Enfin, le K on doit, Alors, cette valeur-là, on doit la prendre ou pas? c'est un petit peu... je ne sais pas trop quoi te répondre précisément. J'ai vu que dans certains sujets de 3C donnés, il était donné. Ça veut dire qu'il était donné dans l'énoncé. Donc, je pense que logiquement, tu n'as pas à l'apprendre par cœur. Mais je ne suis pas sûr à 100% non plus. Donc dans le doute, en tout cas pour le contrôle que vous aurez, ce serait mieux d'apprendre cette formule par cœur avec le 2,9 fois 10 moins 3. Mais je pense que dans un sujet de 3C, alors que ça, vous n'avez pas, mais il serait donné. Alors exercice 5, je vais effacer ce qu'on voit mieux quand j'écris ici. C'est une question ou... Oui, j'écoute. L'unité de... c'est en secondes. Oui, dans la formule, c'est en secondes. Alors, exercice 5, l'autre formule de ce chapitre, c'est la formule la plus célèbre du monde, en physique en tout cas. Exercice 5, page 68. Donc Proxima Centauri C est l'étoile la plus proche du système solaire, donc la plus proche du Soleil. Cette étoile, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil, rayonne une puissance de 6,9 fois 10 puissance 23 watts. C'est très grand, mais c'est plus faible que le Soleil. Méline ? Alors pour répondre à la question, calculer l'énergie rayonnée par seconde. Alors une fois de plus, je trouve que cette question est un peu étrange parce qu'à chaque fois on vous donne le temps en secondes, enfin d'une seconde. Donc quand on fait le calcul avec la formule, ça ne change pas grand chose. Je vous le répète, au devoir vous aurez certainement quelque chose qui ne correspond pas à une seconde. 10 secondes, 20 secondes, une minute, je ne sais pas. Donc quelle formule permet de calculer l'énergie ? Exactement. E est égal à la puissance fois la durée. Si vous n'aimez pas delta T, vous pouvez très bien écrire T. Delta T, c'est plutôt la notation pour la durée. Donc là, la puissance, elle est marquée juste au-dessus. Et la durée, dans cet exercice, on propose de faire l'énergie pour 1 seconde. Donc on a juste à multiplier par 1. Donc évidemment, quand on multiplie par 1, ça ne change pas la valeur. Par contre, c'est des joules et non plus des watts. Deuxième question. À l'aide de la relation d'Einstein, donc relation d'Einstein, E est égal à... Oui, M fois C carré. Attention, hein, c'est pas égal à M6. Ça existe encore d'ailleurs cette émission? Oui, oui. Donc E égale M fois C carré. Alors comprenez que cette masse, c'est à chaque fois la masse quand on fabrique de l'énergie, donc c'est le cas d'une étoile, on produit de l'énergie à partir de la masse. Donc cette masse est perdue. C'est en fait une variation de masse. Le contraire est possible aussi, mais ce n'est pas le cas dans nos exercices puisqu'on est sur les étoiles. C'est qu'on peut créer de la masse avec de l'énergie. Là, de l'énergie, ça produit de la masse. Mais vous n'aurez pas le calcul à faire dans ce sens-là. Donc à chaque fois, la masse que vous trouvez, c'est la masse perdue par l'étoile. Donc si je veux calculer la masse perdue par l'étoile, je fais quoi comme calcul? M égale quoi? Méline? Oui, E sur C au carré. Oui. Alors il faut le connaître par cœur. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide.
c'est la constante à connaître par cœur. C'est 300 fois 18. Combien tu dis? 300 fois 18. Non, c'est 3 fois 18. Ah, 3 fois 18. En fait, c'est 300 000 km par seconde. Mais si on met en mètres par seconde, ça fait 3 fois 10 puissance 8. Donc, en effet, c'est 3 fois 10 puissance 8. Et celle-là, depuis la classe de seconde, vous êtes censé la connaître par cœur. Donc, elle ne sera pas donnée en devoir. D'ailleurs, elle n'est pas donnée dans l'exercice non plus. Ça veut dire que c'est à vous de connaître cette valeur. Au carré. Et l'énergie, elle est notée au-dessus. Donc c'est le même genre de calcul qu'on a fait la semaine dernière. Hein. Et vous arrivez en remplaçant, n'oubliez pas le carré. Hein. Jordan? La constante, elle est sur quelle unité? En mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière. De toute façon, on va le noter dans le cours après, là. Je remets ma petite couette en forme de lacet. Ça fait 7,7 fois 10 puissance 6 kg. Ça fait 7,7 fois 10 puissance 3 tonnes. On obtient bien des kilogrammes. Yoann, je suis de l'autre côté. Solène, je ne sais pas ce que tu as raconté, mais... Ouais, mais tu peux me le demander à moi aussi. Oui? La majorité des réponses, on les met en x10, enfin, on les met en puissance de 10. Vous voulez qu'on ait précis? Là, si je ne mets pas la puissance de 10, je vais être obligé de mettre plein de chiffres. C'est-à-dire plein de chiffres significatifs. Donc ça sous-entend que mon résultat est précis, alors qu'en fait il n'est pas très précis. Il est basé juste sur 6,9, il n'y a que 2 chiffres significatifs. Donc j'ai répondu avec 2 chiffres. Après, c'est à l'oral qu'on peut se permettre de dire, par exemple, la masse perdue par cette étoile est d'environ de 7700 tonnes par seconde. Pareil, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7700 tonnes, c'est beaucoup de tonnes, hein, chaque seconde. Donc forcément, c'est ce qui est perdu pour produire toute cette énergie. C'est ce qui se passe dans une réaction de fusion. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux exercices? On a utilisé les deux formules qu'il y a à maîtriser pour les calculs. C'est-à-dire pour ce qui est des calculs sur le chapitre 4, c'est soit, enfin, ça fait 3 formules en fait. Celle-là, et la loi de Wien. Oui? Que cette fois-là. Pour les calculs, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça à savoir. Mais dans les calculs, il n'y a que ça. Néline? Ouais. Top. Où il n'y a plus de matière? Alors, bon là c'est pas le soleil, mais pour donner une idée, les masses des étoiles, c'est souvent, enfin, dans l'ordre de 10 puissance 29 ou 10 puissance 30 tonnes. Tu vois, donc si tu fais le calcul, même si tu considères que toute la vie, toute sa vie, l'étoile va perdre cette même masse par seconde, tu t'aperçois qu'il faut quand même des milliards d'années, plusieurs milliards d'années pour qu'il n'y ait plus rien. Parce que la masse au départ, elle est énorme. Si je fais un calcul très rapide, imaginons que ce soit sur la Terre. Imaginons que la Terre perde cette valeur-là de tonnes par seconde. La Terre, c'est environ 6 fois 10 puissance 24. J'essaie de ne pas me tromper, voilà. Je divise par cette valeur, 7,7 fois 10 puissance 3. On s'aperçoit qu'il reste quand même à la Terre, même si elle perdait ça par seconde, approximativement 7 fois 10 puissance 20. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon calcul? J'ai divisé les deux masses. Tonnes par seconde. Seconde, alors il reste 7 fois 10 puissance 20 secondes. Donc je divise 7 fois 10 puissance 20. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes calculs. Je divise par 60, ça fait donc 10 puissance 19 minutes. Je divise par 60,
ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance 17 heures. Je divise par 24, ça me donne le nombre de jours. Je divise par 365, ça me donne le nombre d'années. Ça fait quand même 10 puissance 13 années. Donc même si c'était sur Terre, il reste 10 puissance 13 années, ce qui est déjà un temps extrêmement élevé. Donc c'est une masse importante. Et comme la masse au départ est gigantesque, ça permet une durée de vie longue. De toute façon, la fin d'une étoile, si on parle du Soleil pour nous, ça a plus lié au fait que le Soleil, en fin de vie, les réactions de fusion pour ce genre d'étoile vont s'emballer un petit peu, donc l'étoile va grossir et va émettre beaucoup plus de rayonnement et va même tellement grossir qu'elle risque d'engloutir la Terre. Donc, avant qu'il n'y ait plus de masse, on sera brûlé, grillé, mangé par le Soleil. Enfin, on aura d'autres problèmes d'ici là, je pense. On va faire à l'oral les activités qu'il y a dans votre livre. Et après, on va mettre les réponses de manière un peu plus résumée dans le cours. Donc, vous allez prendre votre livre, page 72 et 73. Je vais essayer de l'afficher au tableau. Alia, vous êtes là une semaine sur deux. D'accord? Donc si tu veux, tu téléphoneras à Naël toute la semaine prochaine. Mais là, tu es en classe. Tu arrêtes un peu de parler. Tu n'arrêtes pas là, tout à l'heure. Alors moi, ça m'énerve parce que j'essaie d'être efficace. Que vous êtes là qu'une semaine sur deux. J'essaie de me dire, il ne faut pas que je me loupe. Parce que la semaine prochaine, ils n'ont pas cours avec moi. Et en même temps, je vois une élève qui discute. Je me dis, pourquoi je me casse la tête à essayer de mettre des trucs sur Pronote, d'essayer de tout faire pour que les élèves réussissent à suivre, si en même temps les élèves ils n'en ont rien à faire. Alors quelques documents. Arrivé ou pas? L'influence de la latitude. On a quelques documents à observer. Parce qu'il fait le géoprojecteur. Si vous regardez le document 6, page 72, vous voyez la répartition sur le globe terrestre de la température moyenne. Qu'est-ce qu'on remarque évidemment? Que la température moyenne est plus élevée où? Théo? Vers l'équateur. Vers l'équateur. Le vidéoprojecteur il a un peu de mal, tant pis. En effet, on voit que la température moyenne est plus élevée autour de l'équateur. Et où est-ce qu'elle est la plus faible? Julien, vers les pôles, exactement. Ensuite, il y a le document 7. Vous y êtes, c'est page 72. Le vidéoprojecteur, il n'a pas envie là pour l'instant. Donc, document 7, vous voyez une représentation qui montre des faisceaux de rayonnement solaire. Sachez, je vous rappelle quelque chose de très important, sinon on ne peut pas comprendre tous les raisonnements qu'on va faire, c'est que le Soleil est extrêmement loin de la Terre. Donc les rayons qui sont issus du Soleil et qui arrivent sur Terre, ils sont parallèles entre eux. Pourquoi ils sont parallèles entre eux? Parce qu'un rayon qui aurait ne serait-ce qu'un degré d'écart, vu que le Soleil est très loin, il passe au-dessus de la Terre. Comprenez? Tous les rayons qui arrivent sur Terre sont parallèles entre eux. Parce qu'un rayon qui aurait un angle un tout petit peu différent, il passe à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous de la Terre. Évidemment, le Soleil, il n'envoie pas que des rayons parallèles, il envoie des rayons dans tous les sens. Mais tous ceux qui ne sont pas avec la même inclinaison que ceux qui arrivent sur Terre, ils sont passés à côté. Donc on peut déjà partir du principe que tous les rayons qui arrivent sur Terre sont parallèles entre eux. Donc ça, j'ai vu.
Alors ce schéma, il montre quelque chose de très important. Si on prend un faisceau de rayons, on s'aperçoit que lorsqu'il arrive à l'équateur, ce faisceau de rayons arrive sur une surface qui est comment par rapport à la surface qui est au pôle? Qu'est-ce qu'on remarque entre là et là? Jordan? On voit que sur les pôles, le diamètre du cercle est plus grand. En effet, vers les pôles, le diamètre du cercle il est plus grand. Ça veut dire que l'énergie du Soleil, elle va se répartir sur une surface plus grande. Donc, la puissance reçue par mètre carré pour une surface est plus faible ici. Là, le faisceau, il va provoquer un diamètre plus petit. Évidemment, c'est le vidéoprojecteur piège, celui-là. Et comme il provoque un faisceau plus petit, la puissance surfacique reçue ici est plus grande. Elle est plus concentrée. Et ça explique quoi? Qu'est-ce qu'on déduit dans notre vie de tous les jours, pas vraiment, mais sur Terre, en fonction de ce schéma? Oui, Jordan? La différence de température Selon la zone. voilà, on appelle ça comment quand on est plus ou moins haut sur Terre, plus ou moins en bas ou plus ou moins au milieu? La latitude, en effet. Donc je parle pas en hauteur, hein, je parle bien en position par rapport à l'équateur. On remarque que c'est autour de l'équateur, en moyenne sur une année, que la puissance reçue par le Soleil est la plus grande, la puissance par mètre carré, et que c'est au pôle qu'elle est la plus faible. C'est évidemment une des raisons principales qui explique qu'il fait plus chaud quand on se rapproche de l'équateur et qu'il fait plus froid quand on va vers les pôles. Donc ça c'est par rapport à la latitude. Ok, très bien. On avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans la vidéo de l'heure. C'est la page d'avant. L'heure, le matin, le soleil se lève à l'est, par là-bas d'ailleurs. Il se lève à l'est, les rayons arrivent avec un angle qui est relativement rasant, ça veut dire pas du tout perpendiculaire par rapport au sol. La puissance surfacique reçue est faible. C'est le même genre de choses que ça en fait. Les rayons arrivent avec un angle faible. Et puis au fur et à mesure de la journée, le soleil se lève, il est de plus en plus haut. Alors même si l'hiver il n'est jamais très haut, pour nous en tout cas. Et la puissance surfacique reçue devient plus grande. Et puis après il se couche vers l'ouest, la puissance surfacique devient de nouveau plus faible. Donc ce qui se passe dans la journée, pour nous, ça correspond à peu près à la même chose que ce qui se passe selon la position sur Terre, entre l'équateur et les pôles. Au pôle, l'angle est toujours relativement éloigné de la perpendiculaire, donc la puissance surfacique est toujours faible. Un petit peu comme si au niveau des rayons du soleil, c'était toujours le matin. C'est l'idée? C'est bon? On passe au dernier truc, c'est l'explication par rapport aux saisons. C'est la page 73. Page 73, c'est là. Parce que beaucoup de gens, qui n'ont pas spécialement fait d'études ou qui n'ont pas spécialement réfléchi au problème, parce qu'on peut s'en moquer un petit peu de savoir pourquoi il fait froid l'hiver, pourquoi il fait chaud l'été, ont tendance à répondre parfois que c'est lié à la distance qui nous sépare du soleil. Une petite remarque, pour nous, dans l'hémisphère nord, on est plus loin du soleil en été qu'en hiver. En effet, la Terre, elle tourne autour du soleil, mais elle ne décrit pas un cercle parfait. Elle ne décrit même pas vraiment un cercle. On peut parler d'une ellipse. Donc, vous voyez sur ce document, la Terre, évidemment, elle tourne autour du soleil, mais avec un certain angle. Parce que son angle de rotation, il est incliné de 23 degrés. Ce qui fait que, quand on est en été pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est quand la Terre, l'angle d'inclinaison de la Terre provoque que la face nord est du côté du Soleil. Par contre, la Terre est plus loin du Soleil. Alors évidemment, le schéma exagère. Hein. Là, on a l'impression qu'on est 2 fois plus proche du Soleil en hiver qu'en été. Non, pas du tout. Mais malgré tout, on est un peu plus loin du Soleil en été
qu'en hiver. Mais par contre, comme la Terre est inclinée, l'angle des rayons que l'on reçoit va être plus favorable pour qu'il fasse chaud, c'est-à-dire que l'angle des rayons que l'on reçoit est plus proche de 90 degrés par rapport au sol. Résultat, il fait plus chaud parce que la puissance surfacique est plus grande. L'hiver, la Terre est inclinée comme ceci, donc les rayons que l'on va recevoir vont avoir un angle plus éloigné de 90 degrés. Puissance surfacique reçue plus faible, il fait plus froid en hiver dans l'hémisphère nord. Une question, Méline? S'il y a des questions par rapport à ça, je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais... Oui? Et du coup, c'est pour ça qu'en hiver, le sud de la Terre Oui? est plus chaud qu'en hiver. Voilà. Si on était dans l'hémisphère sud, c'est le raisonnement exactement inverse. C'est-à-dire que dans ce que considère nous comme l'hiver, l'hémisphère sud se retrouve orienté de telle sorte que les rayons qui proviennent du soleil arrivent de manière plus perpendiculaire, plus proche de la perpendiculaire par rapport au sol. Donc il fait plus chaud. On le voit sur ce schéma. Qu'est-ce qu'on voit là déjà? Oui, ça c'est en été. Ah, c'est au solstice d'été, au solstice d'hiver. Donc on voit la chaleur plus grande dans l'hémisphère nord en été, alors qu'il fait froid, plus froid en hiver. Une fois avec ce vidéoprojecteur là, j'ai réussi à envoyer un mail à quelqu'un. J'ai mis gel, donc c'était gelé pour les élèves, sauf que je montrais comme ça avec la règle, et ça a réussi à envoyer un mail sur un autre onglet de mon écran. Heureusement, j'ai rien écrit de bizarre, mais dangereux quand même. Donc je disais, oui, vous remarquez qu'en hiver, il fait plus chaud dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Donc, 3 paramètres qui vont avoir une influence sur l'angle des rayons. L'heure de la journée, on s'en rend bien compte, hein. On reçoit plus d'énergie du soleil vers midi, 1h que le matin ou le soir. La latitude, ça on s'en rend moins compte parce qu'on voyage un petit peu moins, mais on sait bien que si on va si on se rapproche de l'équateur, il va faire plus chaud que si on s'éloigne de l'équateur. Et enfin, les saisons, selon l'angle de la Terre, parce qu'elle tourne autour du soleil, l'angle des rayons peut être plus favorable à recevoir beaucoup de puissance ou moins favorable en hiver. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai répondu à la question? Ouais. Alors on va écrire un résumé de cours. On va écrire un résumé de cours là-dessus. Donc c'est le résumé de cours du chapitre 4. On avait déjà écrit, je crois, chapitre 4, le rayonnement solaire, cours du livre, etc. Alors, je souligne en bleu parce qu'on voit mieux qu'en rouge, enfin sur la caméra. Le grand 1, c'est sur l'énergie solaire. Donc, il faut se rappeler, qu'est-ce qui provoque cette énergie? Comment le soleil fait pour libérer autant d'énergie? Vous pouvez me le rappeler? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans le soleil? Steve? Il y a une fusion constante, il y a un permanente de la fusion dans le soleil. Exactement. La réponse attendue, c'était la fusion nucléaire. C'est ce que tu as dit, c'est très bien. L'énergie solaire provient de la fusion. L'énergie nucléaire provient de la fusion nucléaire. Alors on peut préciser qu'elle est effectuée, cette fusion,
de la fusion nucléaire effectuée essentiellement entre noyaux d'hydrogène. Monsieur, Oui, le noyau il est composé majoritairement d'hydrogène. oui. Alors il y a d'autres fusions, il y a d'autres noyaux qui peuvent fusionner, qui fusionnent dans le Soleil, mais la majorité de l'énergie produite par le Soleil provient de la fusion de l'hydrogène. Fusion d'hydrogène en hélium. Deuxième point. Qu'est-ce qui arrive au Soleil lorsqu'il effectue cette fusion? Ça revient à la deuxième formule qu'on a vue. Steve? Il perd une partie de sa masse. Exactement, il perd une partie de sa masse. Donc on précise, cette énergie correspond à une perte de masse. Qui peut se calculer avec la relation d'Einstein. Donc, E égale M fois C au carré essayer de trouver une autre couleur pour les unités. Donc E, comme dans les formules de physique, l'énergie est en joules. La masse, formule de physique, la masse est en kilogrammes. Et C, c'est à connaître par cœur, C est égal à 3,0, on peut même mettre 2 zéros, fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Il ne faut pas oublier de le mettre au carré. Donc c'est à apprendre par cœur, enfin, généralement vous la connaissez déjà. Voilà pour le grand 1. Grand 2, c'est ce que vous avez déjà fait, c'est par rapport à la température. La température de surface du Soleil. Oui, Et du coup, pour avoir la masse, on fait diviser par T. c'est au carré. Oui, très souvent, enfin, c'est rare les exercices où on vous donne la perte de masse, il faut trouver l'énergie produite par l'étoile. C'est possible, mais très souvent on vous demande de calculer la perte de masse. Donc vous faites M est égal à E divisé par C au carré. Donc la température de surface du Soleil, donc ça c'est grâce à la loi de Wien qu'on peut la calculer. Alors c'est pour le Soleil, mais c'est pour les autres étoiles aussi. Donc la loi de Wien permet de déterminer la température du Soleil. Alors c'est la température de surface du Soleil. La température du Soleil à partir de la longueur d'onde de son maximum d'émission. À partir de la longueur d'onde
son maximum d'émission. Oui, alors c'est ce qu'on appelle, enfin on note ça comme ça, lambda max. Et la formule devient T, la température, est égale à 2,9 fois 10 moins 3 sur lambda max je l'ai déjà dit tout à l'heure, le petit piège, la température doit être en Kelvin et lambda max doit être en mètres. Donc la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Souvent, voire tout le temps, dans les sujets de type bac ou 3C, c'est indiqué ça, que la température en Kelvin, c'est un cas ça. Température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Il nous reste le grand 3 et on a fini pour ce résumé de cours. Donc là, dans le résumé de cours, il y a une formule qu'on n'a pas notée. C'est la formule qu'on a déjà vue dans l'activité. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. Donc si vous voulez l'ajouter dans le résumé de cours, vous pouvez la noter. Mais je ne l'ai pas noté dans le grand 1. Donc c'est à vous de voir si on l'a noté dans les activités. Hein. E égale P fois T. Donc si vous voulez l'ajouter, vous pouvez. Le temps est en secondes, la puissance est en watts, et l'énergie est en joules. Oui. Ouais, alors je l'explique, c'est pas très bien écrit non plus. Il y a essentiellement, il y a 3 unités pour la température. Il y en a une dont on ne va pas parler. Donc nous, pour nous français, on a soit les degrés Celsius qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui ont été construits en fonction de l'eau. 0, c'était là où l'eau gèle, là où l'eau fond, et 100 degrés, là où l'eau se vaporise. Et l'échelle de température a été construite comme ça. Le Kelvin, c'est la même échelle, sauf que 0 degré a été choisi comme la température la plus basse possible. Alors, c'est pas 0 degré, du coup, c'est 0 Kelvin. 0 Kelvin, il est impossible de faire plus froid que 0 Kelvin. Puisque la température, en fait, est liée à l'agitation des molécules. Et moins elle s'agite, plus il fait froid. Et à 0 Kelvin, il n'y a plus rien qui bouge. Donc il ne peut pas faire plus froid que 0 Kelvin. Et ça correspond à moins 273 degrés Celsius. Donc si je veux la température en Kelvin, je prends la température en degrés, admettons 20 degrés ici, j'ajoute 273, donc ça fait donc 273 plus 20, ça fait donc 293 ou 293, et ça me donne, comment ça fait en Kelvin 293, 293 Kelvin. Le grand 3, c'est là où il y a le moins de calcul, mais c'est peut-être le plus dur dans la réponse aux questions pour réussir à faire des phrases qui soient claires et justes. Monsieur, Oui. E égale P fois delta T, ça va juste en dessous de T égale... C'est la 3e formule du cours qu'on a vue dans les activités, mais je ne l'ai pas notée dans le résumé de cours. En même temps, on en avait déjà parlé à un autre moment, donc vous pouvez l'ajouter. Il y a un problème, Johan ? C'est les ordinateurs qui gênent ou c'est moi? Non, c'est l'ordinateur. Grand 3. Puissance du rayonnement solaire reçu sur Terre.
Oui, Le E, ça va dans le 2 ou dans le 3? ça va où tu veux. Ça allait plutôt dans le 1. Mais tu peux le mettre dans le 2 aussi. C'est une formule qui est toujours valable, qu'on soit en électricité, en physique. Au moins, énergie égale puissance fois le temps, c'est valable pour tout. C'est universel comme formule, donc tu la mets où tu veux. On peut éventuellement la mettre là d'ailleurs, si vous voulez. Hein. Vous pouvez la mettre au début du 3, comme tu veux. Alors, on commence par ce qui est le plus évident. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil grâce à son rayonnement. On l'a déjà dit, c'est pas parce que le Soleil est chaud qu'il chauffe la Terre, c'est parce que le Soleil envoie des rayons, et c'est ces rayons reçus sur Terre qui nous réchauffent. Regarde si ça filme. Des fois, il s'arrête tout seul. Okay. Donc, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil grâce à son rayonnement. Voilà, par contre, monsieur, Oui. mais du coup, la raison pour laquelle le soleil, enfin, la raison pour laquelle le soleil serait plus chaud si on se rapprochait, c'est parce qu'il recevrait du coup une plus grande quantité de rayons, ou pas? Alors, exactement. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que la Terre est à peu près toujours à la même distance du Soleil. Plus on se rapproche du Soleil, l'angle des rayons ne change pas, c'est pas l'angle qui a changé, mais ça veut dire qu'on reçoit plus de rayons. On peut le faire par un schéma très simple, hein. Ne faites pas le schéma. Hein. Imaginez c'est le Soleil, et la Terre est là. On peut comprendre qu'elle va recevoir beaucoup de rayons. Si la Terre est là, on comprend assez vite que seuls les rayons qui seront partis avec un certain angle vont arriver. Donc plus une planète est éloignée d'une étoile, moins elle reçoit de rayons. Et c'est pour ça qu'elle est plus froide. Donc là, ce n'est pas lié à l'angle. Mais, comme nous on fait le raisonnement sur Terre, ce qui va faire les différences de température sur Terre, c'est pas la distance par rapport au Soleil, parce qu'elle ne varie quasiment pas, mais c'est bien l'angle des rayons. Mais ça, c'est ce qui explique que la température maximale sur Mercure soit bien plus grande que sur Terre. J'ai oublié les valeurs, mais c'est environ 400 degrés, je crois. Sur Mercure, hein, pas sur Terre. Mercure, Mercure ne tourne pas sur lui-même. Mercure quoi? Mercure ne tourne pas sur lui-même. Oui, peut-être aussi. Mais si on prend Vénus aussi, alors Vénus, il y a une atmosphère, il y a énormément d'effets de serre. C'est pour ça qu'il fait à peu près 400 degrés. Enfin, malgré tout, on voit que plus les planètes sont proches du Soleil, plus il fait chaud. Plus on est loin, moins il fait chaud. On revient à la puissance de rayonnement. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil. Grâce à son rayonnement. Au rayonnement du Soleil, hein, pas au rayonnement de la Terre. Étant donné qu'entre le Soleil et la Terre, il y a du vide, la chaleur du Soleil ne peut pas arriver jusqu'à la Terre. Déjà parce qu'elle est très loin, et en plus parce qu'il y a du vide. Donc il n'y a rien pour transmettre cette chaleur. Ensuite, la puissance surfacique Alors, puissance surfacique, c'est donc en watts par mètre carré. Quelle puissance on reçoit sur un mètre carré? Et ça dépend de beaucoup de choses. Donc, dépend de l'angle, enfin, beaucoup de paramètres vont faire varier cette puissance surfacique, mais à chaque fois, c'est l'angle des rayons qui va faire que ça change selon la latitude, selon l'heure et selon les saisons. Dépend de l'angle des rayons. Dépend de l'angle des rayons avec la surface terrestre. Plus les rayons
s'approche de la normale, alors la normale par rapport à un sol, c'est la perpendiculaire. Donc on met entre parenthèses perpendiculaire au sol. Monsieur, c'est normal qu'il écrit 2 fois dépend ou c'est une erreur? Certainement pas, non? Ok. Ah oui, j'écris dépend, c'est que ça dépend vraiment. On va mettre vraiment alors. Non, mais évidemment, vous pouvez effacer ça. Ça, c'est pour le premier groupe, ça, c'est pour le deuxième groupe. Ah, ok. Plus la puissance surfacique alors finissez-moi cette phrase. Plus les rayons alors s'approchent ou se rapprochent, on aurait pu mettre, enfin, vous comprenez l'idée, de la normale. La normale, c'est quand c'est perpendiculaire au sol, plus la puissance surfacique est élevée ou est grande. Très bien. On va voir 3 caractéristiques de la Terre qui provoquent ces changements d'angle. Faire là. Je voudrais juste faire une petite précision que vous n'allez pas forcément noter dans le cours. Imaginez, on prend une partie de la surface terrestre comme ça. Imaginez, vous êtes là. Un rayon du soleil arrive. On ne sait pas où est le nord, le sud, peu importe. Il n'y a pas du rouge là. Là. Un rayon du soleil arrive comme ça. Le soleil est donc là-bas. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que la puissance est plus grande quand ce rayon il arrive perpendiculairement par rapport au sol. Donc, la puissance sera la plus grande quand le rayon arrive comme ça. Le souci, c'est que selon les exercices, l'angle il n'est pas noté de la même façon. Donc on ne peut pas retenir une valeur du genre plus l'angle est grand, plus l'angle est petit, est-ce que c'est plus chaud, plus froid? Parce que l'angle, si je le note ici, là on va dire que l'angle il est relativement petit, donc il est éloigné de 90 degrés, donc la puissance surfacique reçue n'est pas très grande. D'accord? Mais il y a des exercices dans lesquels ils vont tracer ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est la perpendiculaire au sol. On trace la normale, perpendiculaire au sol. C'est ça la normale. Je mets un E. Et certains exercices vont représenter l'angle par rapport à la normale. Et si on vous demande quel est le lien entre l'angle, mettons ici je note ça I et là je note ça alpha. Il faut que I soit comment pour que la puissance reçue soit grande? Méline? Voilà. Donc, dans ce cas-là, pour I, il faut que I soit le plus petit possible pour que la puissance soit la plus grande possible. Mais si dans l'exercice, l'angle il est représenté comme ça, il faut que alpha soit le plus proche possible de 90 degrés. En fait, généralement, on appelle ça l'angle d'incidence, c'est pour ça que j'ai marqué I, comme quand vous avez fait la réfraction. Et ça, alpha, c'est ce qu'on appelle la hauteur du soleil. La hauteur, là, le soleil est très bas, alpha est petit. Le soleil est de plus en plus haut, alpha s'approche de 90 degrés. Donc, on ne peut pas donner une règle en disant alpha, l'angle, parce que ça dépend si on choisit I ou alpha. Donc c'est la petite difficulté. Alors on va noter les 3 caractéristiques de la Terre. Donc 3 caractéristiques de la Terre provoquent une variation de ces angles.
Ah ben c'est bon. Bon, on mettra ça donc, dans 2 semaines, on finira ça, enfin, la semaine prochaine plutôt, puis vous verrez en vidéo la fin du cours. Bon appétit, bon courage pour votre travail à la maison la semaine prochaine. On n'a pas quoi j'ai mis sur Pronote mais j'ai oublié. J'ai mis sur Pronote, c'est un exercice mais... Travail à faire, j'ai marqué exercice 4 et 8. Au revoir.